Bonjour tout le monde. Je voudrais, au nom du Présidium, vous saluer et vous remercier d'être venus nombreux à cette conférence. C'est la deuxième de la grande série de conférences que nous avons programmées pour présenter nos propositions de réformes institutionnelles. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes nos victimes à l'est du pays, victimes des pillages, de massacres de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'interviens pour introduire les coordonnateurs de la MOCA pour la proposition, la seconde, de nos réformes. Et ici, il s'agit de la proposition relative à la loi électorale. D'abord, quelle est la philosophie de ces séances que nous avons avec vous, mais aussi de ces présentations des différentes propositions? Nous venons à vous en tant que force vive de la nation pour vous présenter nos idées dans le cadre des réformes institutionnelles qu'impose la situation de notre pays. Nous ne venons pas pour proposer à une partie prenante au conflit ou à la crise qui sévit dans notre pays, pour dire, bon, telle partie prenante, voilà la proposition, qu'est-ce que vous en pensez en termes de est-ce que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit pour nous de nous adresser à l'opinion nationale à travers vous, force sociale, force vive de la nation, et pour obtenir de vous un feedback et obtenir de vous des propositions, des aménagements, des enrichissements à nos propositions, qui ne sont que des propositions, que nous allons garder après les avoir enrichis de vos propositions. Des réponses que nous donnerons à vos questionnements, de manière à ce que nous soyons en mesure d'intégrer vos idées pour enrichir nos propositions que nous allons mettre sur la table des discussions que nous demandons pour une sortie de crise. Donc il ne s'agit pas de présenter des propositions à faire accepter telle quelle par une quelconque partie prenante, mais pour qu'on réagisse en disant non, vous avez gain de cause, vous, la MOCA, c'est très bien, tout est bien. Non, nous disons, d'abord, nous passons par le fait que vous représentez, organisé en force sociale, force vive, pour que vous puissiez enrichir nos propositions. Par exemple, pour la loi relative aux différentes élections, nous pouvons sortir d'ici avec une proposition venant de nous, mais qui est malmenée au point que la moitié sera déjà partie à cause de vous, parce que nous sommes ouverts à vos idées et nous pourrions les intégrer ensemble. Et pour que le texte final, qui sera toujours une proposition et que nous allons présenter à la table des discussions, à côté d'autres textes, notre texte soit le plus riche possible, qui intègre les aspirations de la population, pour qu'à ce niveau-là aussi, que la synthèse soit faite et que nous dégageons un consensus sur l'ensemble des textes, l'ensemble des idées, qu'une fois adoptées consensuellement dans un cadre paritaire, elles soient sanctionnées par entérinement au niveau institutionnel. Et parce que toutes les parties auront compris que nous nous sommes trompés, que les choses se sont mal passées, et que donc pour la prochaine fois, nous avons fait telle correction, de manière à ce que les prochaines sélections soient bonnes, et pour qu'on atteigne ce que nous, la MOCA, appelons la vérité des yeux. Ça, c'est la philosophie globale. Donc, nous ne sommes pas ici pour vous présenter un texte que nous allons transmettre sur quelqu'un qui va la valiser telle qu'elle ou les refuser. Non. Il n'y a pas un texte qui sera valisé par l'une ou l'autre partie. Il y aura plusieurs textes qui feront l'objet de discussions pour un consensus éventuel, de manière à ce que nous puissions aller vers les réformes qui soient consensuelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les réformes institutionnelles? Ce que nous proposons, et nous sommes d'avis que tout le monde est d'accord à l'idée qu'il faut faire une réforme, ce que nous nous proposons est une solution à ce qui se passe à l'est de notre pays.
Ce qui se passe à l'est de notre pays montre que nous ne sommes pas un État souverain. Un État souverain, c'est un État qui est capable de défendre sa patrie, ses terres, défendre ses populations, a une économie, a une diplomatie agissante, a aussi une défense capable d'assurer l'intégrité du territoire. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi on n'a pas un État souverain? Et parce qu'on n'a pas de dirigeants souverains incarnant la légitimité du peuple. Il n'y a que des bonnes élections transparentes qui peuvent générer un leadership responsable, redevable, et qui se sentira l'obligation d'assurer l'intégrité du territoire et aura les moyens venant du peuple pour financer une armée capable de mettre fin à ce qui se passe. Tant que nous ne nous serons pas mis d'accord sur des réformes pour qu'on ait de bonnes élections, on n'aura jamais de pouvoir légitime et nous serons toujours un État non souverain parce que le peuple ne laissera pas, parce que c'est le peuple dans sa souveraineté qui crée un État souverain. Et nous serons toujours des sujets. Quel que soit celui qui sera à la tête du pays, s'il ne vient pas du peuple, c'est qu'il viendra de quelque part. Et c'est quelque part et autre que le peuple, c'est-à-dire il y a des forces occultes qui vont sous-traiter par lui. Voilà pourquoi nous disons des réformes, mais de manière consensuelle pour éviter les conflits en aval et qu'on ne nous divise pas en tant que peuple par des forces qui, eux, délèguent ceux qui servent leurs intérêts. Voilà, donc nous demandons les réformes institutionnelles. C'est une nécessité impréalable pour qu'on mette fin à la guerre à l'est du pays. Il faut un pouvoir fort, mais émanant du peuple et un pouvoir démocratique. Alors, s'agissant de la loi, le coordonnateur va la présenter, mais en fait, c'est une loi qui prend en charge 2-3 points. Je résume en grande ligne. D'abord, le mode de scrutin. Le président va le présenter. Ensuite, nous nous sommes prononcés implicitement dans le texte sur les 2 tours. Est-ce que c'est 2 tours ou un tour? Nous disons un tour. Mais c'est une proposition, les autres viendront. On va leur dire ce que nous pensons en disant notamment que 2 tours c'est coûteux, 2 tours aussi, il faut toucher à la Constitution, etc. Le président va l'expliquer si vous posez des questions. Parce que nous sommes implicites, d'autant plus que nous maintenons la loi telle qu'elle, donc un tour. De toute façon, le Congo, tant que la MOCA sera là, on pourra mettre sur le papier 2 tours pour la présidence. Mais la réalité, c'est que ce sera toujours un tour, parce qu'au premier tour, nous battrons l'adversaire. Dès le premier tour. Donc le deuxième tour sera sur le papier, mais dans la réalité, nous allons y voir. Parce que c'est un peuple clivant, comme une arme, si vous l'avez, l'autre ne l'a pas. Si vous choisissez, vous choisissez plus. Donc il n'y a pas de terrorisation, 35%, un président a lu 45% par ce peuple, ce n'est pas possible, sauf s'il y a triché. Donc, ensuite, nous revenons sur les différentes procédures qui accompagnent le processus d'enrôlement. Quelles précautions? Ensuite, les opérations électorales. Nous insistons beaucoup sur la compilation. Nous insistons beaucoup sur le procès-verbaux. Nous insistons beaucoup sur la transparence et les différentes étapes qui l'accompagnent. Je vais laisser la parole au coordonnateur qui va présenter l'économie de notre texte. Merci beaucoup. Du préambule de notre Constitution. La Constitution du 18 février 2006. Il est dit ceci. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Et puis la suite. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous faisons la politique. Nous faisons la politique pour donner à nos concitoyens un État normal, un État qui puisse défendre ses intérêts. Je vais commencer la présentation par la trilogie institution, mission et élection. La trilogie institution, mission et élection. Dans notre pays, notre constitution a défini 4 institutions
qui gouvernent notre pays. Vous avez le président de la République, le Parlement, avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement et les cours et tribunaux. Ces 4 institutions ont été mises en place, ont été structurées pour remplir les 7 missions suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. Et 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Vous avez les institutions, les 4, je vous ai donné, et vous avez les missions. Mais ces missions doivent être remplies par les personnes. Et ces personnes sont choisies au moyen des élections. Les élections ne sont pas un moyen pour permettre à qui veut garder le pouvoir, conserver le pouvoir, de les conserver. Non. Les élections, c'est les moyens par lesquels les citoyens désignent au moyen du vote les hommes et les femmes pour les représenter dans les institutions de la République. On a défini ces institutions. Ceux qui vont être élus sont les représentants du peuple. Pendant une période donnée, le peuple transfère sa souveraineté à un groupe d'individus qui se présentent devant lui avec un programme, avec ce qu'il doit faire, avec une vision de l'État, et on leur confère ces pouvoirs-là. Et ces personnes sont le président de la République, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs de province et leurs vice-gouverneurs, les conseillers municipaux, les maires, le bourgmestre, les conseillers des secteurs et des chefferies, et puis les chefs des secteurs. Voilà ces niveaux qui demandent des élections. On passe. Maintenant, quel est l'objectif ultime de cette réforme? Pourquoi nous faisons la réforme aujourd'hui? Parce qu'on a déjà eu des lois ici, des lois électorales. On l'a révisé, la première loi. Mais pourquoi aujourd'hui? Simplement parce que nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes pour doter les pays des institutions légitimes. Institutions légitimes veulent dire que les gens que le peuple envoie pour le représenter, et le peuple se reconnaît à travers ces personnes-là. Donc, c'est qu'il y a une fondamentalité de tout processus électoral et la centralité de l'action du juge du contentieux électoral. Très important. C'est la vérité des urnes. Parce que sinon, les élections, si ça sert à dire aux Occidentaux, aux pays épris de démocratie, et qui disent que la seule façon, le seul mode de dévolution du pouvoir aujourd'hui dans ce monde moderne, c'est les élections. Et si les gens veulent se conformer par formalité, mais ils ont la réelle volonté de tricher, ça ne sert strictement à rien. Donc la fondamentalité de tout processus électoral, c'est la vérité des urnes. Et nous voulons pour cela assurer la régularité du processus électoral. C'est dit dans la Constitution, article 211. Mais comment assurer la régularité du processus électoral? Nous voulons déjà poser le principe. Obligation faite à la commission électorale d'organiser l'élection présidentielle 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est l'article 73 de notre Constitution. Ici, on interprète ça comme on veut,
Mais nous ne voulons pas d'interprétation, nous voulons poser ça comme principe et que cela soit entendu comme tel et que tout le monde s'y conforme. Nous voulons préciser la date d'entrée en fonction du président de la République élu. Comme aux États-Unis, on sait que tel jour, telle date de janvier, le 20 janvier, 4 ans après, le président entre en fonction. Donc il n'y a pas à transiger, il n'y a pas d'explication à donner, il faut que ce président entre en fonction. Maintenant, arrivons à ce niveau où nous commençons à parler des élections. Élections législatives nationales et provinciales. Quelle est la nouveauté? La nouveauté ici, pour avoir cette vérité des urnes afin de doter le pays d'institutions légitimes, nous voulons d'abord qu'on se mette d'accord sur le mode de scrutin. La fois passée, on avait les scrutins proportionnels avec le plus fort reste. Et aujourd'hui, nous proposons pour ces élections, élections législatives nationales, élections provinciales, élections sénatoriales, le mode de scrutin qui s'appelle vote unique non transférable. Et je répète, vote unique non transférable. De quoi il s'agit? L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste. Les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité, celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pourvoir. Je prends l'exemple de Tchangou. Pour les élections de 2018, aux élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde, après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les premiers, les 18 premiers, on les prend. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous êtes élu seul. Et si les 18 premiers viennent d'une liste, ces 18-là sont élus. Donc c'est la majorité et les peuples, les citoyens, les lecteurs comprennent plus facilement que j'ai été voté pour madame telle, monsieur tel, et que il ou elle est arrivé en ordre utile et c'est lui qui gagne. Voilà ce mode de scrutin. Vote unique non transférable. Les indépendants, parce que la Constitution prévoit les indépendants. Les indépendants ayant atteint au moins 20% des suffrages valablement exprimés de la circonscription électorale est classé en ordre utile. Il est classé en ordre utile et après, il peut être élu parce qu'il a déjà 20%. Mais si vous n'avez pas 20%, et même si vous êtes classé en ordre utile, vous tombez. Parce que l'idée ici, c'est de renforcer les partis, de renforcer les grands ensembles pour avoir une assemblée nationale, un Sénat relativement homogène, puissant, avec des forces politiques qui représentent réellement le peuple. Et c'est pour cela que nous supprimons le seuil qui était avant 1%, 3%, 1% pour les élections législatives nationales et 3% pour les provinciales. Et nous disons aujourd'hui, nous mettons par contre ce que nous pouvons qualifier de seuil de candidature, seuil de recevabilité des candidatures. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi congolaise demande à ce que le parti soit le parti national, qui est représenté partout.
pour, comment dire, renforcer la cohésion nationale. Il n'y a pas de parti des clans, il n'y a pas de parti des provinces, c'est un parti national. Et pour être national, ça veut dire que vous devez être relativement partout. C'est pour cela que nous disons qu'à l'Assemblée nationale, il y a 500 sièges. C'est qu'au moment des dépôts de candidature, il faut présenter au minimum 350 candidatures. 350 candidatures pour passer, pour que la CNI déclare votre ou vos listes recevables. Donc c'est ce que nous appelons seuil de recevabilité des candidatures. Pour les élections législatives nationales, 70% sur la province. Le siège de la province, par exemple à Kinshasa, c'est 44. Je ne compte pas les 4 qui sont cooptés. 44, il faut avoir présenté 70% de ces 44 sièges pour que votre liste soit reçue. Donc, à la fin de l'exercice, quand on dépose des candidatures, la CNI établit des listes. Il y a des gens qui seront tombés parce qu'ils n'auraient pas rempli cette condition, ces critères de seuil de recevabilité des candidatures. Maintenant, comment nous définissons les circonscriptions électorales? Il y a un problème. Il y a des circonscriptions aujourd'hui. J'ai parlé de Tchangou aujourd'hui, 18 sièges. C'est énorme. Je parle de Lubumbashi, 21 sièges. Et nous voulons avoir des sièges qui permettent aux gens d'avoir un contact direct avec l'électorat. Alors, nous disons pour les législatives nationales, les circonscriptions sont les territoires, la ville, mais pour les villes de Kinshasa et de Lubumbashi, la commune. Kinshasa n'aura plus les 4 districts, il n'existe plus de districts, Lukunga, Tchangou, Mohamba et Funa. Non, Kinshasa, ce sont les communes, comme aux législatives provinciales, les communes. Lubumbashi, il y a 7 communes aussi. La même chose, vous me direz pourquoi pas Kisangani. On a regardé la taille. On a regardé la taille de chaque ville. On a dit que ce sont les 2 villes où il y a plus de population, où les circonscriptions sont, donc ont beaucoup de sièges et nous préférons les réduire au niveau des communes. Pour les législatives provinciales, c'est exactement la même chose, mais simplement donc, dans les provinces, vous avez la ville et les territoires, et dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi, la commune, mêmement. Pour les élections des sénateurs et des gouverneurs de province, nous disons ceci: il faut éviter ce que nous avons connu et ce que nous connaissons depuis 2006-2007 avec l'achat des consciences, avec l'achat des positions, avec l'achat des sièges. Donc ne peuvent présenter une liste de candidatures à l'élection des sénateurs que, 1. les partis ou regroupements politiques disposant d'au moins 20% des députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale concernée. Si vous n'avez pas de députés, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est normal. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes candidat, vous n'avez pas de député. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez corrompre, vous devez acheter des voix. Donc il faut avoir au moins 20% des députés provinciaux. 2. Les candidats indépendants, parrainés par au moins 20% des députés provinciaux indépendants et ou cooptés de l'Assemblée provinciale concernée. Et 3. Si vous n'avez pas le 20%, vous pouvez vous organiser et présenter des listes de coalitions, la coalition de partis ou des regroupements disposant d'au moins 20% des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale concernée. Pour les gouverneurs, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs doivent porter les mandats d'un parti
regroupement politique ou d'une coalition ayant au moins 20% des députés au sein de l'Assemblée provinciale. Vous avez 20%, vous commencez déjà à avoir une masse critique pour travailler, pour discuter, au lieu de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tous les gouverneurs font, comment dire, l'objet, vous le savez, des motions de censure et ainsi de suite. Ils font, comment dire, des pressions sur eux, des pressions s'exercent sur eux pour payer les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont partis dans les assemblées pour se faire de l'argent. Ils sont devenus des commerçants ou je ne sais qui, des commissionnaires pour trouver de l'argent, ou des commissionnaires, des gens qui sont de l'autre côté pour le pousser à mettre en mal les gouverneurs. Dans tout ça, il y a des interdits. Ces interdits-là pour toutes les élections, que ce soit les législatives nationales, provinciales, les sénatoriales et les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est qu'au cours d'un même cycle, nul ne peut se porter candidat à plus d'une élection. Vous le voyez bien, je crois qu'il y a à plus d'une élection. Donc, vous ne pouvez pas être candidat président de la République et candidat député national ou député provincial. Vous ne pouvez pas être candidat député provincial et être candidat sénateur ou candidat gouverneur ou candidat... donc, vous ne pouvez pas, disons, être candidat à plus d'une élection. Les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré. Je crois que vous vous posez la question pour les gouverneurs, on pourra réfléchir et revenir là-dessus. Mais sur plusieurs niveaux de scrutin, les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté. Nous avons vu ici un monsieur, il est candidat député national et son suppléant c'est son fils. Il est candidat député provincial, sa suppléante c'est sa fille. Il est candidat sénateur, sa suppléante c'est sa femme. Ça ne va pas. Ça ne va pas et il s'organise pour payer partout ou pour tricher dans la fabrication des résultats et être élu, et toute la famille, député national, sénateur, député provincial. Donc ça, nous ne pouvons plus accepter ça, c'est une innovation majeure. Maintenant, le vote en lui-même. Quel est le moyen de vote et qu'est-ce que nous faisons pour les contentieux électoraux? Les votes par bulletin papier, le moyen auquel on a été toujours habitué, et puis par la machine à voter. Dernièrement, on a fait l'expérience de la machine à voter. Cette machine que nous avons refusée au départ, à juste titre d'ailleurs, parce que l'article 237 ter de la loi électorale en vigueur disait que le vote électronique est prohibé, il était interdit. Nous avons eu des organisations ici comme Westminster Foundation for Democracy, une organisation britannique qui est venue, qui a dit vous pouvez utiliser ces machines comme imprimantes à condition que on ne transfère pas, on ne transmette pas les résultats électroniquement. Et nous sommes mis d'accord avec les évêques catholiques, les révérends protestants, les religieux, dans des discussions, et nous sommes mis d'accord avec la CENI, pour dire à la CENI, si la machine à voter est utilisée en tant qu'imprimante, nous y allons. La machine à voter ne peut servir que d'imprimante et doit être dépouillée de toute autre fonction telle que la transmission des données. Quand on a transmis les données, rapidement, la direction de la CENI, comme
elle était instrumentalisée, a vite montré les vrais résultats à la personne à qui on devait montrer, et puis on a décidé d'arrêter tout le processus, d'arrêter la compilation des résultats et de fabriquer les résultats. Donc ça, on ne peut pas accepter cela. Donc la vérité des urnes. Et pour qu'il y ait cette vérité des urnes, nous voulons faire ceci. Il faut la numérisation obligatoire des procès-verbaux et des fiches de résultats avant leur transmission. Quand vous le numérisez, tout le monde sait que dans tel bureau, voici les résultats. Le nombre de votants, les votes valablement exprimés et chaque candidat a eu tel nombre de voix ou tel autre nombre de voix. On annonce des résultats préliminaires par circonscription et leur publication par bureau de vote. L'idée ici, c'est de ne pas laisser le monopole de publication des résultats préliminaires ou même provisoires à la seule CENI. Nous demandons au CLCR, donc dès qu'ils ont le résultat, il faut que ce soit une cérémonie qu'ils publient, et comme ça les gens savent exactement qui a gagné quoi ou combien de voix et qui a été élu, en tout cas qui s'attend à ce que la CENI le proclame. Et vous le savez, dans des pays des vieilles démocraties, en France par exemple, quand à 20h on annonce la personne qui a gagné, ce n'est pas les résultats venant du ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, dernièrement, quand on a annoncé le président Biden, ce n'était pas les organisations officielles, c'était CNN qui a annoncé. Donc on doit pouvoir avoir les moyens de connaître les vainqueurs. Un parti qui s'est bien organisé, comme l'AMOCA dernièrement, nous avions 220 observateurs et nous connaissions les résultats. Et c'est comme ça que nous avons publié. Quand nous avons vu, l'Église catholique publier ces résultats, nous avons dit, voici les nôtres. On les a publiés et preuve à l'appui, PV, des PV comme preuve à l'appui et des procès-verbaux que nous avons amenés à la Cour constitutionnelle. Donc, obligation faite à la CENI de publier les résultats provisoires du vote, de suffrage par bureau des votes, de les afficher sur ses locaux et de les poster sur son site web. L'article 71 de la loi actuelle le dit très bien, mais on ne le fait pas. Et ici, ça devient une obligation. Réaffirmation de la responsabilité pénale des dirigeants de la CENI face à leur implication prouvée dans la falsification des résultats. Il faut qu'ils soient pénalement responsables. Comment voulez-vous quelqu'un qui dérange la quiétude de toute une population? Le Premier ministre vous a dit, aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Béni. Ce qui se passe à Béni, c'est à cause de quoi? On aurait déjà terminé cette affaire si M. Nanga n'avait pas fabriqué les résultats. Comment voulez-vous que ce M. Nanga, j'apprends qu'aujourd'hui, il sera à l'Assemblée nationale? Un monsieur qui est sous sanction de certains pays. Et ce monsieur, vous l'acceptez, allez à l'Assemblée nationale parler. Et on me dit qu'il va parler de réformes. Comment, dans un pays où les gens sont sérieux, les hommes et les femmes, vont écouter les conseils de ces messieurs? Monsieur Nanga, sa place est en prison. Si monsieur Nanga va à l'Assemblée nationale pour dire que, chers frères et sœurs, chers députés, je viens ici pour demander pardon. Alors là, on peut l'écouter. On peut pardonner. N'est-ce pas? Ben, nous avons dit que nous sommes des croyants. Mais allez raconter autre chose. Quand vous lisez son rapport, ben, il a acheté combien de machines? À combien? Il a dépensé près d'1 milliard de dollars. Est-ce qu'il y a eu un audit? Personne ne s'en émeut.
Donc, il faut que ces gens qui se disent en âme et conscience, parce que personne ne les a envoyés pour solliciter une position au sein de la CENI. Ils ont été eux-mêmes, par leur libre arbitre. Il faut qu'ils se disent qu'il y a des responsabilités et je dois assumer mes responsabilités conformément à la loi. Pourquoi aujourd'hui, dans certains pays qui envoient des troupes dans nos pays africains qui ont des problèmes, ou dans d'autres pays du monde, et que quand ces troupes-là commettent des bavures, on demande à ce qu'il y ait des enquêtes, et les gens sont punis. Et pourquoi ici on ne punirait pas? Nous ne sommes pas, les damnés de la terre, nous ne sommes pas, des gens qui n'ont pas le sens des réflexions, des raisonnements, qui n'ont pas de valeur. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangu. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangu. Quand vous regardez, vous suivez, vous lisez, vous relisez tout ce que Simon Kimbangu a dit, a prophétisé, et vous voyez que c'est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi nous, ce peuple-là, qui avons, nous avons des religions, nous avons des gens capables, connus mondialement, je cite Simon Kimbangu, je cite Lumumba, on peut même se limiter à deux. Allons plus loin, je cite le cardinal Malula, qui a proposé un rite au Vatican. Même à un moment donné, on l'a traité de cardinal païen, mais le rite a été accepté. Aujourd'hui, suivez les rites zaïrois. Je l'ai dit comme ça, parce que c'est les noms. Suivez les rites zaïrois. Moi, je suis un enfant de Malula. Je célébrais la messe avec Malula. Suivez les rites. Mais après avoir eu des gens comme ça, je peux continuer. Je cite que ceux qui sont passés. Et vous me dites, non, on peut tolérer, on peut accepter que quelqu'un trouble la quiétude de tout un peuple. On peut tolérer, on peut accepter que les institutions soient des institutions illégitimes. On peut accepter, on peut tolérer que n'importe qui dirige les institutions de la République. C'est totalement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Donc, il faut que ces gens-là soient comptables de leurs actions. Contentieux électoral. Nous disons que le recours obligatoire pour la juridiction saisie au pli des résultats transmis par la CENI avant l'examen du contentieux. On ne peut pas venir et dire que non, amenez la preuve. Et même quand on vous amène les PV, vous ne voulez pas les examiner. Institution du double degré de juridiction pour connaître des recours contre les décisions rendues au premier degré et formation d'une chambre spéciale au sein de la Cour constitutionnelle pour l'examen du contentieux au deuxième degré. On ne peut pas dire, ah non, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont, opposables à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Non. Là, la Cour constitutionnelle, il faut créer une chambre. Et vous laissez les gens à la Cour constitutionnelle qui se disent, ah non, la CENI, les membres de la CENI se sont enrichis, ils ont gagné de l'argent, et nous ici, maintenant c'est notre loi, on fait ce que nous voulons. Non. Voilà, chers amis, après ce que je viens de dire, ces innovations, je vais vous donner d'autres innovations qui sont obligation de procéder à l'authentification de la carte d'électeur à l'aide d'un dispositif spécifique. Vous comprenez pourquoi nous disons ça. Et nous reviendrons bientôt pour vous proposer aussi la réforme sur la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est très important. La fois passée, nous sommes allés aux élections avec 10 millions d'électeurs fictifs. Et vous avez compris que ces 10 millions d'électeurs fictifs étaient mis de côté pour profiter de la machine à voter et passer ces 10 millions aux candidats à qui on devait passer
pour que si on lui ajoute 10 millions et qu'il devienne le premier. Et je vous le dis, Dieu merci, si le système avait marché, on ne serait pas là. M. Ramazani serait président. Beaucoup de gens, on ne discute pas de ça. Mais si Ramazani Chadari n'est pas président aujourd'hui, simplement parce que ceux qui avaient des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs fictives, ceux-là n'ont pas pu transférer leurs résultats. Quand ils ont essayé, ici les jeunes gens de la CNI à la centrale avaient bloqué la réception de ces données, et puis le matin, ils se sont dit, tiens, il y a un problème, et c'est comme ça qu'ils ont procédé à la fabrication des résultats. Donc, il faut des dispositifs pour identifier la carte, identifier les électeurs, qu'on ait exactement les nombres d'électeurs, les gens qui sont partis se faire enrôler. Troisièmement, révision à la hausse de la caution électorale pour le sénatorial. On revoit ça légèrement à la hausse. Révision à la baisse de la caution électorale pour les députés, pour les élections du président de la République, les députés nationaux et provinciaux. 100 000 $ pour le président de la République. Donc nous pensons que ça peut être à 50 000 $. Pour les députés nationaux, nous disons 1 000 $ pour la liste et ainsi de suite. Reconnaissance à tout candidat s'estimant lésé de saisir les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication et d'en exiger réparation dans un bref délai. Il y a eu de ces sacs. Moi, je ne suis jamais passé à la RTNC. Je suis jamais. Est-ce que je suis j'étais pas candidat normal? Donc, il faudrait que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication sachent que tout candidat a droit, et tous, ils ont le même droit, et ils doivent être traités équitablement. Démission d'office des présidents des juridictions compétentes en matière de contentieux électoral en cas de non-examen et du dépassement du délai légal prévu pour le traitement du contentieux électoral. On dit que c'est 2 mois, par exemple, et les gars restent pendant 6 mois. On a vu les députés provinciaux, les députés nationaux, pardon, ils étaient là à la session de mars. Ils ont été, validés, leur mandat a été validé, et au mois de juin, on vient, on leur dit que non, vous n'êtes plus député. Parce que ces messieurs de la Cour constitutionnelle ont décidé ce qu'ils ont décidé. Révision à la hausse du délai de saisine de la Cour constitutionnelle, tant pour les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature à l'élection présidentielle que pour celles relatives aux résultats de la dite élection. Donc, pour donner suffisamment de temps. Et nous disons, pour terminer, qu'il faut rationaliser le système. Il faut rationaliser la démocratie. Nous sommes un pays aujourd'hui, il y a 700 partis politiques. Et dernièrement, j'avais assisté à une réunion où le secrétaire général en charge des partis politiques disait qu'il n'y a pas 5 partis dans ces pays qui sont en règle. C'est-à-dire qui chaque année font un rapport, des partis qui ont un siège, et des partis qui se réunissent normalement, et des partis qui discutent avec les membres. Il n'y en a pas plus de 5. Donc, mais comment avoir ces nombres 700 et ils vont venir pour compétir, et ça cause des problèmes aussi pour la vérité des jeunes. Et donc pour cela, nous disons, comme dans d'autres pays, dissolution d'office de tout parti ou regroupement politique n'ayant obtenu aucun siège à l'issue des élections organisées au cours d'un cycle électoral. Si vous n'avez pas de siège, donc nous pensons que c'est beaucoup plus irrationnel. Merci. Josca Piamba, président de la CAGE. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir patriotique de féliciter le présidium de la MOCA pour l'organisation de ce dialogue démocratique avec notre
notre population, avec nous les autres acteurs, afin de nous présenter ces grandes orientations par rapport à la loi électorale. Et je voudrais aussi féliciter la richesse et l'intelligence que je viens de saisir dans tout ce que le président a présenté, qui sont des éléments, s'ils sont pris en compte dans les prochains textes, aideront, à mon sens, notre pays à résoudre les problèmes que nous avons connus par le passé. Mais ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir par rapport à la limitation du nombre de partis politiques. J'ai cru comprendre que vous pensez dans la proposition y parvenir en faisant introduire une disposition qui va prescrire qu'un parti politique ou un regroupement qui ne pourra pas obtenir un seul siège devra être d'office dissous. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, au lieu de se limiter à un seul parti, parce que le nombre que nous avons, vous-même vous l'avez aussi décrié, et nous tous nous sommes conscients de cette situation, est-ce qu'on ne peut pas fixer carrément un pourcentage, par exemple en disant les partis ou regroupements des partis politiques qui n'auront pas réalisé soit 3% des sièges aux élections législatives seront d'office considérés comme dissous. Parce qu'en termes de pourcentage, à ce niveau, ça permettra, à mon sens, à notre pays, de faire éliminer tous ces partis politiques alimentaires et des maladies. Je vous remercie. Nous sommes totalement d'accord avec vous. Vous dites que cette question de suppléants soit mis noir sur blanc. Si vous lisez l'article 20 des documents qu'on vous a donné, de notre proposition de réforme, c'est mis noir sur blanc. Maître Kapiamba de Akage, voilà, moi je suis tenté d'être d'accord avec vous. Le Premier ministre Mouzirtou vous a dit que ce sont des propositions qui peuvent être enrichies. Il faut qu'il y ait un débat, des discussions. Nous pouvons augmenter, fixer un pourcentage de 3%. Pourquoi pas? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 2%? Mais c'est une discussion, c'est l'enrichissement. Alors, parce que le nombre de partis politiques, souvent, on les crée, ce qu'ils appelaient eux-mêmes ici des partis mosaïques. Donc, pour éviter ça, je crois que cette réflexion doit continuer et mettre ça sur la place publique et que, pour que nous puissions l'enrichir. Je suis totalement d'accord. Oscar Lungendo, oui, vous avez compris ce cas des gouverneurs. Et je suis revenu, donc on n'a pas corrigé ça à la fin pour les gouverneurs et pour le second degré dans ces institutions-là, comme les conseillers municipaux qui doivent élire le maire ou les bourgmestres, ils ne font pas partie de ça. Donc on peut être conseiller municipal, être candidat bourgmestre. On peut être à la fois candidat, comment dire, député provincial et être candidat gouverneur. Donc on va changer et améliorer, comment dire, cette partie. Merci beaucoup. Donc, et je suis totalement d'accord avec vous sur les compétences exclusives, l'article 204 de la Constitution. Et si les institutions travaillaient correctement, on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons. Le problème, c'est que on a vite changé la Constitution le 11 janvier 2011 pour essayer de réduire les prérogatives des gouvernements provinciaux. On crée des situations où on met les gouverneurs en difficulté. Mais si les gens sont réellement élus, les députés provinciaux, s'ils sont comptables auprès du peuple et qu'ils doivent faire leur travail, si on rationalise ces niveaux, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Le problème, je crois que Dolly est revenu sur ça, le problème c'est que pour aller au suffrage universel au niveau de la province, c'est aussi un débat, c'est des discussions. Nous pouvons tenter, j'étais moi personnellement d'accord avec ça. En 2004, quand on discutait de la Constitution, j'ai beaucoup insisté, 2003 je veux dire,
2004, j'ai beaucoup insisté pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel. Mais on l'a fait comme on l'a fait, avec des raisons qu'on a données. Aujourd'hui, pour remettre ça au suffrage universel, comme pour le détour, je réponds au même moment, il faut toucher la Constitution. Il faut toucher la Constitution. Donc, nous, ce que nous nous sommes dit, qui va toucher la Constitution aujourd'hui? Quelle institution? Et ces articles-là, pour qu'ils soient touchés, il faut un large consensus national. Il faut une grande consultation. Et vous allez laisser la Constitution être touchée par ces parlements-là, par ces parlements, des gens qui sont achetés à tout bout de champ. On m'a dit qu'il y a des sénateurs qui ont failli se disputer dans les toilettes parce qu'il y a des candidats qui leur donnaient de l'argent. Donc, j'ai vu même des gens faire des campagnes pour le changement des constitutions. Nous ne sommes pas contre le changement des constitutions, mais il faut un processus. Nous devons être des hommes et des femmes normaux aussi. Vous venez comme ça de but en blanc, vous dites on change la constitution. Comme on l'a fait, en 2011. En 2011, on a changé des constitutions, je peux vous le dire, parce que tout le monde a vu que Etienne Tshisekedi était là, gagné. On a dit, bon, voilà, il faut supprimer le deuxième tour. Mais on a supprimé le deuxième tour pendant que l'Assemblée nationale, qui avait déjà convoqué sa session extraordinaire, avait donné les matières, et c'est ça le règlement intérieur, pendant que le Sénat, qui était en session extraordinaire, avait déjà donné les matières qui devaient faire l'objet de cette session, et n'était pas inscrit dans cette matière la révision de la Constitution. On a imposé ça, et je me rappelle de cette séance où des sénateurs sont tombés pour dire non, il n'est nullement question, mais on a changé. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux quand on veut amorcer, la révision constitutionnelle, des équipes de travail soient constituées, que des discussions à travers tout le pays et que le peuple, la population, décide. Donc c'est pour cela nous n'avons pas prévu le deuxième tour et c'est pour cela que nous n'avons pas prévu non plus l'élection du gouverneur au suffrage universel. Ce serait une très bonne chose. Alors, donc, Dolly, j'ai répondu à votre question si on ne craint pas qu'il y ait un président soit élu par une seule province. C'est pas vrai. Je mets quiconque au défi. Moi, je n'ai pas été élu par une seule province. Je vous le dis. Regardez, vous avez les résultats que la CENCO a publiés, a donné, n'a pas publié, que la CENCO a remis à la CNI, territoire par territoire. Regardez ces résultats. Si vous voulez, je peux vous donner les résultats de la Mouka. Où est-ce qu'on était premier? Où est-ce que, là où on a eu plus de voix par rapport à toutes les provinces? Ça n'existait pas. Je mets quiconque au défi. Ces gens qui disent que non, il y a le tribalisme. Le tribalisme, c'est dans des gens qui sont incapables. Quand ils voient qu'ils sont incapables, et ils se retranchent sur le tribalisme. Vous savez, Maître Georges Kapiamba, moi je vous ai connu depuis très longtemps. Je ne savais pas de quelle province vous étiez. Certainement, vous ne saviez pas de quelle province sont originaires mes parents, parce que moi je dis que je suis de Kinshasa. Je ne savais pas. Dolly, même moi, je ne savais pas. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont à l'est de la République, qui disent que nous sommes Congolais, nous voulons qu'on vienne nous aider ici, on nous tue comme des mouches. Comment voulez-vous dire que ces gens-là sont Nandé ou je ne sais pas quoi? Arrêtez cette affaire de dire que les tribalismes, que personne ici, dans ce pays, personne ne pourra être élu à n'importe quel niveau que par sa tribu ou sa famille. Personne. Parce que j'aborde maintenant la question des locales. Nous avons traité des élections locales. Mais dans le développement, on n'insiste pas beaucoup parce que les élections locales sont les élections des familles. J'ai posé la question à ma tante à moi, la petite sœur de ma mère. Je dis, bon, au village, là, qui est là, ainsi de suite. Et s'il y a élection demain, comment ça va se passer?
il me dit, mon fils, il y aura des problèmes. Si tel est élu et tel autre n'est pas élu, les familles vont se disputer. J'ai dit, ok, ça c'est ma tante. Je menais des enquêtes. Je suis allé jusqu'à Kikonka. Je suis allé dans les communes ici, Kassavubu, Matete, Maluku. À Maluku, je vois des gens qui me disent, vous savez que l'élection provinciale, législative provinciale, pour nous, c'est les élections de famille. Ici, je ne vais pas citer les noms. Nous, tel autre, qui était sénateur, qui était député provincial, on ne se parle plus. Mais nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille. Vous osez placer donc l'élection ou ces élections locales. Et tant qu'on n'a pas rationalisé les autres niveaux avant, et qu'il y ait tricherie, les familles vont se disputer, ils vont se tuer. Alors vous parlez de tribalisme. Quand des familles, je suis parti à Kikonka, on me dit qu'ici, des dossiers que nous traitons, c'est une famille qui se dispute des terres, mais ils ont même grand-père. Le même grand-père, et l'autre dit que non, ce n'est pas votre grand-père. Comment vous allez gérer ça? Donc nous devons avoir un pays sérieux, qui a des institutions légitimes, et des institutions qui s'occupent, du vécu quotidien de ces peuples. Et vous allez voir, ces problèmes vont se dissiper. Ceux qui parlent de tribalisme, je suis né dans la ville de Kinshasa, grandi dans la ville de Kinshasa. Chers amis, j'aimais quiconque au défi ici. Je vais vous citer 10 de mes amis. La seule, bon, peut-être vous allez dire, c'est ça le tribalisme, la seule, le critère, c'est qu'ils sont quinois. Parce que nous sommes nés ensemble, on a vécu, on a été à l'école, et ainsi de suite. 10 de mes amis intimes, c'est le seul critère. Les critères, c'était, tu habites quel quartier? Tu es dans quelle école? C'était les critères. Donc, s'il vous plaît, et j'insiste sur ça, peuple congolais, nous ne sommes pas des gens qui sont sectaires. Nous recevons. J'étais étudiant à Paris. Quand je voyais d'autres nationalités, j'étais zaïrois à l'époque, on était fiers d'être zaïrois. On ne se disait jamais que je suis de tel. Mais je voyais d'autres nationalités, ils se distinguaient par leur tribu. Pas nous. Que personne ne vous trompe sur cette affaire des tribus. Alors, Paulette, Madame Kimuntu, vous dites les 3 circonscriptions qui n'ont pas été élues et qui n'ont pas participé au vote en 2018. Il y avait Yumbi, Béni-Ville, Béni-Territoire et Butembo. Donc les 3 dernières dans le Nord Kivu et Yumbi au Maïndombe. Alors, mais votre question est pertinente. Quid de ces circonscriptions, là, aujourd'hui, où il y a des problèmes? Comment on va aller demain faire des élections à Béni ou un peu plus loin, à Massissi? Comment on va faire des élections? Donc, c'est une question très importante et sur laquelle nous devons nous plancher. La sécurité électorale, ça existe. La sécurité électorale, la sécurisation des élections. Il faudrait penser, mais il faudrait qu'on fasse les élections partout. Vous avez vu en Centrafrique dernièrement, il y a eu cette question. Mais ils sont revenus, ils ont fait voter ces gens-là. Aujourd'hui, les gens de Béni, de Butembo, Béni-Ville, Béni-Territoire, Yumbi n'ont pas voté leur président de la République. Et surtout, même avec les résultats fabriqués, la différence, c'est 671 000 voix. Vous voyez? Même tricher, on ne sait pas tricher. 671 000 voix et les 4 circonscriptions qui n'ont pas participé à ces votes, c'était 1 300 000 électeurs. Mais pourquoi on a demandé à ces concitoyens plus tard de voter leurs députés provinciaux et nationaux et leur président? Donc c'est une question qu'il faut résoudre, je suis totalement d'accord avec vous. Merci. Il n'y a pas que le ministre de l'SPT, les ministres de la Santé et les ministres de l'Agriculture qui confisquent les compétences exclusives des provinces. Il y a le gouvernement national lui-même ou central qui s'empare de ces compétences. Regardez la question de la gratuité. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est un domaine exclusif de province.
non seulement pas exclues du point de vue de l'État, mais exclues par rapport aux autres provinces les unes que les autres, on sait qu'elles ne sont pas assises sous la même enseigne. Et troisièmement, la gratuité n'est pas financée par les ressources de l'État. Elle est financée par les 40%. C'est là-dedans qu'on prélève ce qu'on paye aux enseignants. Mais le pouvoir central s'est targue d'avoir augmenté les salaires des enseignants sur un budget qui n'est pas le sien. Sur 40%, c'est une imposture. Le ministre des Finances, c'est lui qui décaisse l'argent qu'on va payer aux enseignants. C'est une imposture. Ce n'est pas sur son budget, c'est sur les 40% qui d'ailleurs sont alignés au budget comme étant des crédits qui doivent faire l'objet d'un décaissement au profit des provinces, chacune conformément aux dotations lui allouées dans le cadre du budget. Et de telle sorte que c'est à chaque province d'organiser sa gratuité en regardant la hauteur de son budget venant du pouvoir central d'une part, mais aussi le budget propre de la province qui repose sur ces actes générateurs que sont l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les véhicules, etc. Même si une partie de ces impôts sont confisqués encore une fois par le pouvoir central. Ici, je parle de l'impôt sur les véhicules, les fameuses immatriculations. Donc, le pouvoir central aurait pu lever l'option de la gratuité, quitte à laisser à chaque province, au regard de son budget propre, exclusif, voir comment il articule. Une province peut considérer que chez elle a plus besoin d'orienter l'argent vers la gratuité de la santé, par exemple. Pourquoi on parle de la gratuité de l'enseignement en excluant la gratuité ou les subventions au profit de l'agriculture, qui est la première alimentation de l'homme? Donc, nous ne respectons pas ces compétences-là, non seulement au niveau des ministères, encore que c'est les ministères le font. Ça procède de la volonté des partis politiques au pouvoir et donc de la majorité au pouvoir. Bon, je prends mes responsabilités, ma part des responsabilités dans l'affaire pour avoir été Premier ministre. Donc, c'est une faute très grave. Ensuite, vous parlez, je voudrais beaucoup insister sur, ce n'est qu'une illustration quand je parle de la gratuité de l'enseignement, c'est dans l'ensemble de l'activité de la province que le pouvoir central met son pied, au point même qu'il se suicide un peu. Parce que quand vous regardez l'enveloppe prévue aux rétrocessions, à la rétrocession, la fameuse rétrocession, même si le mot est aussi impropre, parce que d'une part on parle de la retenue à la source, et d'autre part on parle de la retenue. Encore que la retenue à la source n'est pas possible parce que la province ne peut prendre à la source les 40% que si elle est sur la chaîne de la recette, qui n'est pas sa propre chaîne parce que c'est la chaîne du pouvoir central. Donc on est obligé de corriger la Constitution elle aussi, pour revenir à un prélèvement, pas un prélèvement à la source, mais enfin à une dotation que l'État aligne et prévoit pour décaisser au profit des provinces, quitte à ce que ces décaissements se fassent automatiquement. Maintenant, laisser aux provinces, pour ce qui est des allocations propres au domaine des compétences exclues, allouer leur budget comme elles l'entendent, quitte à ce que le pouvoir central vienne regarder en termes de contrôle. C'est quand même important, c'est d'où la problématique même de la vraie décentralisation et de la volonté de décentraliser. Moi, j'ai peur, en tant qu'unitariste, vous allez me concéder ça, que les fédéralistes prennent le prétexte de remettre en question le régionalisme constitutionnel qui pourtant est un modèle qui est bien, qui ne fonctionne pas du fait de la volonté des hommes politiques qui aujourd'hui considèrent que l'argent qu'on donne aux provinces fait partie d'eux-mêmes ou de leur propre argent, ce qui n'est pas le cas au regard de la Constitution. Je me félicite de ce que vous ayez posé cette question. Mais maintenant, pour revenir à l'élection universelle du gouverneur, bon, c'est une question dont nous discutons beaucoup au président. C'est vrai, le président a dit que nous ne pouvons pas revoir la Constitution, et moi je suis d'accord avec lui, mais les jours où nous serons en mesure de revoir la Constitution, moi ça va me poser un problème. Comment, d'une part, être dans le régionalisme constitutionnel, qui fait que les provinces ne sont pas des États, et consacrer à travers l'élection du gouverneur son vote au niveau universel. Parce que dans des États fédéraux, les États fédérés créent l'État fédéral et incarnent la souveraineté nationale. La souveraineté de l'État, comme l'État américain, est internationale. C'est la fédération des États fédérés. C'est une union. Alors, il est normal que le gouverneur qui représente un État, une souveraineté nationale, soit élu par cette souveraineté incarnée par le peuple de l'État.
Et à ce moment-là, il s'est fait contrôler par le Parlement de l'État. Mais ici, chez nous, enfin, c'est la même transposition au niveau de l'État fédéral. Mais ici, chez nous, nous risquons d'avoir des gouverneurs qui échappent à tout pouvoir, sauf celui du peuple, parce qu'il est élu par le peuple. Alors, comment va-t-on le contrôler, sinon qu'en attendant que le peuple les sanctionne plus tard? Quel peuple? Est-ce que le Katanga est un peuple? Enfin, ou les Hauts-Katanga, ou les Kwilu, ce ne sont pas des peuples. Ce sont des articulations d'un peuple qui est unique, parce que nous sommes nés État unitaire. Et nous sommes toujours État unitaire. Donc, nos provinces ne sont pas des États, et à ce titre, elles peuvent incarner une souveraineté nationale pour être en droit de choisir des gouverneurs qui seraient élus au suffrage universel d'un peuple ou de 26 peuples, si on peut forcer la nature. À ce moment-là, la faiblesse serait, sur le plan concret, c'est que le gouverneur échappera au Parlement, parce que les députés sont élus eux-mêmes, ils ne peuvent pas punir quelqu'un qui ne vient pas d'eux et qui n'est pas élu par eux. Et ce type-là, je ne vois pas les mécanismes de suivi, du moins à cette étape de l'histoire de notre État. Et donc, je vous décourage cette vision qui veut qu'on ait un gouverneur avec un gouvernement qui échappe par conséquent au Parlement provincial. Merci. Ici, qui vous présente les réformes? C'est le président de la MOUCA. Alors, le président de la MOUCA, M. Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à la MOUCA? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la MOUCA? La MOUCA où il y a Mouzito, il y a Fayoulou, ou de la MOUCA imaginaire? Mais, s'il vous plaît, le problème c'est que il faut, comme on dit à Lingala, même si la honte ne tue pas, vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes parti déposer des cahiers des charges, vous avez négocié, et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la MOUCA était... donc nous avons créé la MOUCA ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOUCA. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre donc l'année dernière, le 12 octobre, et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, mais il était avec des ménas, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mouzito et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste. Personne. Et puis j'ai appris qu'il discutait avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu sa convocation ou son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu d'invitation et nous nous sommes dit, on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti. Ils sont partis. Ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOUCA. Est-ce que ces gens-là sont encore membres du présidium? Non. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non. Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle
où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la Mouka est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la Mouka est allée loin. Donc nous avons constaté leur départ et la Mouka a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium, nous avons des textes et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre de Batouana Bakoma Bababa. Vous voyez que Bakoma Bababa. N'a évité Batindio ou bien Dengenini. Pourquoi je pose cette question? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. N'a lobby Batindio parce que Balobaka sous-souté. Ceux qui ont qui balobi, bazolo bande kuna pour la union sacrée. Mais jamais à propos de la Mouka. Bon, oyo lugu wana uzi wango wapi. Pour bango baloba. Hein? Non, c'est... Je n'ai plus grand chose à ajouter. Les cordeaux à tout dit. Merci beaucoup. Au cas où les élections ne sont pas organisées, qu'adviendra-t-il? Ne craignez-vous pas les glissements? Nous avons dit qu'il n'y a pas de glissement. Nous avons simplement voulu renforcer l'article 73 de notre Constitution. L'article 73 de la Constitution est très clair. Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » C'est-à-dire 90 jours et 3 mois. 3 mois avant que le mandat expire, il faut qu'il y ait élection déjà. Il faut qu'il y ait élection. Cet article a été pris dans l'idée, ou en tout cas la philosophie des 2 tours. C'était parce que quand vous avez le premier tour, on dépouille le résultat, et s'il y a un deuxième tour, on donne le temps pour qu'il n'y ait pas vacances, pour qu'il n'y ait pas... les glissements ne peuvent pas avoir lieu parce que le mandat est prévu pour 5 ans. Il n'y a pas de glissement possible. Alors maintenant, là où votre question est intéressante, vous dites, mais si ça arrive, non. Il faut que le peuple congolais fasse tout pour que ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Donc nous allons nous mettre là pour que ça n'arrive pas. Si d'aventure ça arrivait, et vous entendez aujourd'hui, comment dire, dans certains pays comme le Bénin, on dit que le mandat a expiré, il a expiré. Donc le mandat expire. Et nous avons précisé dans notre proposition de loi des dates. Quand est-ce que le nouveau président entre en fonction? C'est prévu. Donc nous ne pensons pas soutenir l'idée que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Oui, cette disposition, c'était une disposition parce qu'on sait que pendant le temps qu'on est en train de faire, comment dire, des démarches pour que le nouveau président prenne ses fonctions, que l'autre termine le mandat, on connaît déjà le président de la République. Aux États-Unis, c'est bien connu. Au mois de septembre de l'année dernière, il y a eu élection. Mais le président est entré en fonction le 20. Cette disposition, c'est ça que ça signifie. Pendant ce temps-là, Biden a été élu. Pendant tout ce temps-là, c'est Trump, le président Trump, qui était en fonction, qui restait en fonction. Mais le 20 janvier, quoi qu'il arrive, peut-être en cas de force majeure, mais quoi qu'il arrive, il doit partir. André, la loi sur la CENI, donc vous revenez sur la loi sur la CENI. 23 membres, ce n'est pas un problème. Ces 23 membres-là de la plénière, donc 6, qui s'ajoutent aux 17 du bureau pour composer la plénière, mais ils ont des fonctions bien précises. Rappelez-vous, nous avons parlé de la dépolitisation et de la fonctionnalisation de la CENI. Tous les 17 membres, en tout cas les 8 des confessions religieuses et les 8 de la société civile, chaque membre préside une commission technique. Chaque membre préside une commission, confession religieuse, et les membres de la société civile les secondent. Il n'y a pas pléthore,
Et si vous regardez aujourd'hui l'effectif de la CENI, il est plutôt pléthorique. Le président de la CENI a combien de membres de cabinet, vous le savez? Son cabinet, 250 membres. Le vice-président a combien de membres? 150. 400 personnes juste pour des gens qui ne font absolument rien. Et là, c'est des gens qui vont travailler avec des experts. La CENI a des experts. La CENI a des compétences. Et ces compétences-là, nous avons besoin de ces compétences. Nous avons besoin de ces compétences pour que la CENI fasse un travail important. Donc, ne vous en faites pas. La présidence rotative n'est pas un problème. La présidence rotative, c'est pour que personne ne se considère comme le plus important, que personne ne s'accapare tout le travail. Et si le travail est fonctionnalisé, si les gens font le travail au jour le jour et ils suivent, c'est lui qui va venir, il prend la relève. Le président de la CENI n'est que là comme porte-parole. Et c'est ça que nous voulons. Donc, dépouiller le président, le tout-puissant président, sur le plan financier, sur le plan, c'est lui qui doit fabriquer les chiffres, sur le plan, il est le Dieu sur la terre, ça, on ne veut plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Et c'est beaucoup plus efficace que vous ne le pensez. Et oui, le travail demande la technicité, ça demande les leaderships. Mais les techniciens sont là à la CENI et ils font le travail. S'il y a un bon leadership, et ils seront bien dirigés. Les élections municipales et locales, vous avez dit qu'on avait traité les 26 provinces de mort-nés. Cette réflexion est une très bonne réflexion. La Constitution avait fixé les 26 provinces. Mais la Constitution n'a pas dit tout de suite vous allez appliquer les 26 provinces aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec vous. Si ça dépendait de moi, on allait les faire au fur et à mesure. Les Congo n'a pas commencé avec 11 provinces. On a commencé avec peu, on est passé à 6, 9, 11, ainsi de suite. Donc, il fallait expérimenter. Les Kivu étaient les Kivu avant. On a morcelé en 3, Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu. Est-ce que ce n'était-il pas la bonne démarche? Aujourd'hui, on voit des chefs-lieux de province qui n'ont pas eu des infrastructures pour abriter, les institutions. Alors, les débats politiques, ça, c'est des choses que nous ne voulons pas fixer au niveau de la loi, mais ça, comme Maître Kapiel m'avait dit tout à l'heure, c'est un débat qui peut continuer. Nous sommes pour le débat. Nous sommes pour le débat. Nous voulons que les candidats se présentent face à la population pour qu'ils disent clairement de quoi ils sont capables. Ezadi, invalidation de députés, les témoins dans les centres d'enrôlement et la nationalité de Martin Fayulu. Le dire on a l'ingala. Voilà, s'il vous plaît. Invalidation des députés, on a raison que vos Vandi, vos élis, les députés, si valider déjà le mandat à Bango, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il faut invalider Bango. Et il faut totaler Bango. Au Moni, ceux qui CENI, ils ont un bateau à Malonga, Balandi Makampu, Ndenge et Longo Bani, Ndenge peuple à Lingi, problème n'est pas à la même Ndegoyo, à Tunaki, Makambu, il y a délai, même dans les délais de contentieux. Contentieux, vous avez invité. Alors, contentieux, parce que Motonio soit dit que non, même la joie qui était, n'a qu'un contentieux pour nous, pour nous. Mais ceux qui bateau, Bazali, n'a ni kata nyoso, n'engue tolobi. Bazwa, ba PV, ba numérisé yango. Oyebi que ba PV on est tamboli mboka mobimba. Bato ba yebi oyo zwaki. Soko bibi ba otala oyo zwaki yango. Mais le problème vous allez sous-sauter. Contentieux, vous l'avez vu.
contention tout ça parce que Montonio ça y est, sauf que tout le Montonio soit avec l'élection, alors tout le monde. On ne peut pas avoir 19 000 candidats sur 500 sièges et que les 19 000 gagnent. Donc, pour Likambo, il y a un témoin dans le centre et enrôlement. Il faut un parti politique qui est malamu pour témoin mais c'est il faut organiser un peu malamu pour construire des bâtiments sur la carte de l'habilitation batala makambre ngezoleka. Nationalité, il y a Martin Fayulu. Papa, Ogolela, Ogolemba, Soko Olingi, Ombaluka Bachit, Baluka Bachit. Ok? Mais vraiment, autour d'une question de nationalité, mais donc, nationalité, dans les années. Dans la Congolais, dans les années. Je ne vous comprends pas. Donc, Kotsibino, Makambuzo, Banamitu, Nabino, alors, parce qu'on répétait Buzo, Bawana, et puis Bondini yango mona ki moto moko alobaki mabi non batindaka biso to lobango yango to lobaki ezali ne mwana mais bolingi sikoyo soki na nini asalisa réunion na ya na mama leki na ngai na côté ya tata leki na ngai mama leki na ngai na côté ya mama noko na ngai parce que mama na ngai azaka bakufa bolingi na sala ne mwana mais, voilà. Mais, s'il vous plaît, autre que distraction. Tout ça, ma sérieux, où ils allaient. Ok? Ma sérieux, ils allaient. Bah, camarade, tu as 0 année. Bah, ça n'a pas na côté na première année primaire. Si na CDC classe, na celle de université Bagali. Alors, beaucoup tout na makambo. Bolo na makambo. Alors, bokende, botuna, misusu, oh. Il y a tokobana moko ngai na kosuka boy na question wana nazali na ngai maboko pembe nazali bo sala yango tokende boza bakundula ba papa boza ba test ADN bakundula ba maman boza ba test ADN sur bolingi. Donc je suis prêt à tout ça. Alors Ndeko Teyo, vous êtes resté sur votre soif et oui, vous êtes resté sur votre soif, vous avez raison, parce que nous n'avons pas terminé. Le Premier ministre Mouzit vous a dit que nous avons commencé avec la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CNI. Aujourd'hui, nous présentons la loi électorale. Nous allons revenir pour présenter la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs, et puis les calendriers. Donc vous êtes restés sur... Il y a un calendrier, nous avons déjà tout ça. Pour nous, nous pensons qu'en août, au plus tard, juillet, août 2013, et 2023, pardon, 2023, nous pouvons organiser les élections. Nous avons les calendriers, on va vous donner des dates, en tout cas, et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et les calendriers pour les opérations, nous allons les présenter au même moment. Et ça viendra, on vous dira quand. Quel est le bilan de la CNI après 18 ans de travail? Oui, vous avez raison. Mais il faut distinguer les choses. Et vous l'avez dit. Et c'est pour cela que nous disons dépolitisation. Le bilan de la CNI, s'il n'y avait pas des gens tordus, des gens, comment dire, qui s'étaient mis à fabriquer les résultats, on aurait eu des bons résultats. On aurait eu sincèrement des bons résultats si ça ne dépendait que des techniciens de la CNI. Mais quand on vous dit, bon ben voilà, les résultats que nous sommes en train de voir transmis électroniquement nous donnent Fayulu vainqueur, allez, demandez à tout le monde d'annuler, d'arrêter le travail. Pendant que les gens sont dans les centres de compilation en train de compiler les résultats, vous appelez 2 jeunes gens, vous le mettez dans un bureau, vous dites fabriquez-nous les chiffres. Quel est le problème de la CNI en tant qu'institution, c'est-à-dire les membres, les autres cadres, techniciens et autres membres du personnel administratif de la CNI? Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut une direction, un bureau responsable et une plénière responsable. Alors,
vous avez dit que vous avez senti le souci de voir des recours, que les magistrats, on a dit que les magistrats devaient être démis de leur fonction. J'ai répondu en disant que si les élections sont organisées correctement, si vous numérisez les PV, les fiches des résultats, vous avez le résultat, chacun sait ce qu'il a eu réellement, et je crois que les gens vont hésiter 2 fois pour aller saisir, les juridictions pour le contentieux électoral. Mama presse ya Lingala, gouverneur du matin, bon, Makambona n'est pas le baki, Italie bisoté, ça là, que peuple est qu'elle est liboso, peuple a une institution légitime. Mama gloire pour nous. Pour le dit que bazo qui veut ma position à l'unité, bango bazo pour continuer, bazo qui veut ma camarade mongaté. Mais tant que nous avons qui a en 2015-2016, tout bandi en 2014, ma camarade tozo igoloba, biso, toqué pour ça le rassemblement et tout ça. Est-ce que vous êtes occupé en haut? Mais peuple le mini, peuple le mini, peuple basé au Benga Mikolo Nyonso, ezala na est, na ouest, na sud, na nord, que tous les causes de l'élection, tous en a besoin d'élection. Mais élection, on a fait ça la malam. Na loba ki boyi, moto yo palangana. Alors que il y a ceux qui n'ont asala makamunenga li peuple voter les médailles. Peuple voter les médailles. Donc si quoi je suis makambu ya cause l'échaté, to côté peuple na balabala pour peuple a revendiquer ba droit na. Yasuka Olobi Mama Gloire proposition à Noël Chani. Je ne sais pas Makamba Noël Chani. Bon, déjà Makambo, je ne peux pas suivre ça. Noël, j'ai été à l'école avec lui, j'ai étudié avec lui à Paris, nous sommes partis aux États-Unis. Mais bon, c'est un Congolais, il peut faire ses propositions, comme tout le monde fait des propositions. Donc je n'ai pas de commentaires là-dessus. Madame Mélissa, société civile, la Cour constitutionnelle, comment éviter la corruption? D'abord, c'est comme ça que nous disons qu'on doit se mettre autour d'une table pour discuter. Mais vous parlez de quelle Cour constitutionnelle? Parce que la Cour que nous avons là, elle est totalement illégitime. Cette Cour où on a nommé des gens, on a fait démissionner des gens, nous ne pensons pas que cette Cour, c'est la Cour sur laquelle nous devons nous baser. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Merci. Vous connaissez les faiblesses. Alors on a opté pour le moindre mal, à savoir la CENI. Et nous sommes d'accord pour dire qu'elle a échoué. Que faut-il faire? Ce que nous faisons, c'est de proposer les renforcements de la CENI. Parce que la CENI, c'est 3 choses. C'est les structures, c'est le texte qui régente ces structures, et c'est les hommes. À propos des hommes, nous avons dit qu'il faut des hommes qui sont crédibles, mais surtout qui ne sont pas partisans. D'où les 8 confessions religieuses. Nous ne voulons plus d'une CENI présidée par une personne qui, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ne vient pas d'une église, mais c'est un citoyen, mais qui est parrainé par l'église, une seule, ou plusieurs. Mais il n'y a pas prise de responsabilité de la part de l'église à ce moment-là. Nous voulons que l'église, qu'elle vienne collégialement à travers les 8 confessions religieuses pour que le représentant soit neutre et non partisan, c'est-à-dire ne venant pas des partis politiques, mais aussi que les églises, les confessions viennent à titre personnel avec des gens, non pas qu'ils parrainent, mais avec des gens qu'ils délèguent. C'est un renforcement de la CENI pour corriger les faiblesses auxquelles vous faites allusion, au lieu qu'on revienne à l'organisation des élections par le pire, c'est-à-dire l'administration publique. Ensuite, nous décentralisons la CENI, et parce que le pouvoir au niveau du bureau est décentralisé, et il y a un organe de contrôle, c'est-à-dire
la plénière, qui a le pouvoir d'orientation et aussi des décisions, des contrôles et des sanctions, ce qui ne fut pas le cas. Ensuite, nous déconcentrons l'administration de la CENI en créant 2 directions avec une division du travail à l'intérieur pour que toutes les compétences au niveau administratif ne soient pas assumées par un seul directeur, comme c'est le cas aussi, sous tutelle d'un seul membre du bureau, à savoir le vice-président de la CENI. Donc, nous sommes dans la logique d'améliorer la qualité des hommes, dans la logique d'améliorer les structures et dans la logique d'améliorer le texte qu'on adapte, plutôt qu'on adapte pour qu'on en tire comme conséquence la modification des structures. C'est le seul choix qui nous reste. Il s'agit d'améliorer. Mais maintenant, l'intérêt du débat, est-ce que notre amélioration est la meilleure? Ça, c'est le débat. Nous n'avons pas la prétention de voir la vérité, enfin, d'avoir la vérité. La vérité viendra des discussions comme celle que nous avons maintenant. La question aussi, bon, on a demandé la feuille de route de Lamouka. Souvenez-vous que nous venions, ça c'est Nouvel Élan, ma personne, on a présenté déjà une ébauche de calendrier parce que nous voyions que le pouvoir était en train de programmer les glissements. Nous avons fait cette proposition qui va nous inspirer pour, cette fois-là, faire quelque chose qu'assume le présidium de la MOUCA, à savoir le calendrier. C'est à partir du calendrier électoral que nous allons excuser comme proposition d'un acte réglementaire de la CENI que les discussions vont commencer avec vous et avec d'autres. Ce n'est qu'une proposition qui est à ce qu'ensemble, on arrive à un consensus pour arrêter le calendrier. Mais ce calendrier-là sera accompagné des étapes que nous allons envisager et qui vont guider notre comportement quant au suivi du processus afin qu'on n'en arrive pas à un glissement et la question a été posée, quelle est la conséquence d'un glissement? Parce qu'avant de poser la question de savoir qu'est-ce que nous ferons, parce qu'on nous voit, nous, on pense que les combats, c'est notre combat avec ceux qui sont au pouvoir. Non, c'est le combat du peuple face à ceux qui sont au pouvoir. Que dira le peuple? Parce que le peuple sait, glissement signifie continuité de la misère. Glissement égale continuité de la crise, de la situation à l'est du pays. La question est de savoir, il faut aller interroger le peuple, qu'est-ce qu'il voudra bien faire? Va-t-il accepter de continuer avec cette misère ou va-t-il dire non? Et nous pensons qu'il a commencé à donner des signaux à l'est. Hein? La MONUSCO en a eu pour son compte. Ce n'est que le début. Alors, l'autre question de Magloire Pouloulou, je crois avoir répondu à cette question, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire si nos propositions ne sont pas prises en compte. Nous ne demandons pas que nos propositions soient prises en compte par un individu. Nous disons nos propositions, nous les lançons à l'opinion publique, mais nous voulons que les parties prenantes se mettent autour d'une table pour discuter et de nos propositions et de leurs propositions. Nous discutions ensemble pour dégager un consensus. Il n'y a personne qui a lui seul à la vérité. C'est ça que nous demandons. Donc, nous ne demandons pas que quelqu'un prenne en compte nos propositions et nous réponde en disant que c'est oui. D'ailleurs, nous allons les suspecter. De quel droit lui va dire que c'est oui ou non? C'est ensemble qu'on dira oui ou non et sur tel point, pas sur tel autre. Donc, c'est que nous demandons qu'on dégage un espace consensuel qui va faire la synthèse, on dégage un consensus, on envoie au Parlement pour entérinement, nous insistons. Parce que vous devez savoir que toutes les lois sont élaborées dans les laboratoires des partis politiques ou des associations. Un politicien qui fait un projet de loi, une proposition de loi, il va négocier, discuter parallèlement avec les syndicats, les organisations des droits de l'homme, les différents experts pour dire qu'est-ce que vous pensez, vous qui touchez à la réalité, comment on amende. C'est ça que nous demandons pour que la loi qui n'arrivera au Parlement que comme proposition, cette proposition vienne des forces vives de la nation en privilégiant les partis au conflit, les acteurs majeurs. Et ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de notre proposition, ils ne veulent pas de la discussion et ils savent pourquoi. C'est-à-dire qu'ils savent que les réformes signifient qu'on mette fin à la fraude. Et mettre fin à la fraude, c'est leur mort politique. Voilà pourquoi ils ont peur. Tchani a fait une proposition. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Je n'ai même pas, le président a dit ici, c'est un débat citoyen. Il n'a pas fait une imputation dommageable à charge de quelqu'un. Il a proposé une idée. La société n'avance que grâce au débat et à la contradiction. Que ceux qui voient les choses différemment de lui répondent. Ils peuvent même les démolir pour démontrer qu'il se trompe, qu'il est à côté de la plaque. Il ne faut pas avoir peur du débat, il faut argumenter. Et la société va avancer avec ça
nous aurons éventuellement un cadre de discussion pour lever cette option-là, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça, c'est bon, c'est pas bon, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Tchad n'a pas nécessairement la vérité, mais c'est une proposition, il n'a pas non plus tort nécessairement. C'est finalement la grande option à lever ensemble dans un cadre approprié. Non, la femme, c'est la femme au neutre. Non, c'est neutre. On parle de la femme et de toutes les femmes. La femme ici... Pardon? Ah, non. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un argument contre lui, justement. C'est pourquoi nous disons que ceux qui sont contre ce qu'il dit, ils n'ont qu'à argumenter. Quand déjà il présente quelque chose qui n'est pas mot, qui n'est pas juste, c'est une raison de plus pour que ça ne vous énerve pas, madame. C'est une raison aussi de les démolir et de les battre. Il ne faut pas penser que, s'il vous plaît, il ne faut pas penser que celui qui propose a toujours raison. Mais déjà en proposant, il se soumet à la critique. Et il soumet à la critique son idée. Il ne faut pas avoir peur des idées. Si vous avez peur d'une idée, c'est que vous n'avez pas d'argument. Voilà. Mais des arguments, il y en aura peut-être de la part des autres, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que la discussion soit engagée et que le moment venu, on arrive à lever les options. C'est une question de rapport de force. Il crée un rapport de force. Alors, à propos des mornes, les provinces, effectivement, étaient des mornes. Elles sont mortes. D'ailleurs, c'est pire que la mort. Les provinces sont au cimetière. Il faut le savoir. Elles sont en faillite comme l'État lui-même. Mais en disant ça, je n'ai pas dit que j'étais contre les provinces. J'ai tout simplement dit qu'on n'avait pas pris toutes les précautions pour préparer leur venue ou leur mise en place. Mais on avait eu par la suite suffisamment de temps pour corriger cette situation, faire que les provinces elles-mêmes, puisqu'elles ont chacune une assiette fiscale, collectent les impôts leur dévolus par les textes de la République. Là, en moyenne, chaque province collecte 20% des recettes à caractère provincial leur dévolues par les lois de la République. Toutes les provinces de Kinshasa. Toutes elles attendent que Kinshasa rétrocède. Or, dans la réalité, Kinshasa, comme pouvoir central, dépense plus pour compte des provinces que même ce que prévoit la rétrocession au budget national. De sorte que si l'État s'était désengagé des charges des provinces et leur versait les 40% prévus au budget, les provinces, avec ces ressources-là, ne seraient pas en mesure de financer les charges leur dévolues par rapport à leur fonctionnement. C'est quelque chose de très grave. Ça signifie que les 40% des 3,5 milliards, c'est misérable, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des provinces. Même si vous donnez à chaque province l'ensemble des 40% qu'on répartit aux 26 provinces, ce ne serait pas assez pour couvrir le besoin d'administration, d'équipement, de fonctionnement. C'est la raison aussi c'est la même conséquence et davantage pour les entités décentralisées subalternes au pouvoir provincial, c'est-à-dire les villes qui n'ont pas de budget, qui reçoivent non plus rien des provinces. C'est le cas des communes rurales, c'est le cas des communes urbaines, c'est le cas des secteurs et chefferies qui déjà n'ont même pas d'assiette fiscale. Je parle ici des secteurs et chefferies, de sorte que les financements des organes délibérants de ces entités subalternes et des organes exécutifs, ainsi que de leur administration respective, poserait problème. D'abord, Kinshasa, comme pouvoir central, avec les 40%, parce que Kinshasa ne peut pas financer les entités décentralisées avec son budget, c'est avec les 40%. Ce n'est pas avec ces 60%. Encore les 60%, il faut y enlever les 10% de la péréquation, fonds de péréquation. Donc, nous sommes en faillite comme État et comme articulation de l'État au niveau subalterne. C'est un malheur, mais ce débat n'est pas dans le domaine public et les journalistes, vous n'accompagnez pas ce débat au niveau public. Merci.